Bienvenue dans votre émission du désert à l'oasis. Fidèles téléspectateurs, nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Comme vous le savez, la fois dernière, nous avons continué avec le thème sur le viol, mais nous avons plutôt débuté les séances ou les échanges avec des spécialistes qui sont des psychologues spécialistes dans la question de la santé mentale. Et aujourd'hui, comme nous l'avons annoncé, nous parlons de comment aider, bien sûr, les personnes qui ont survécu, donc les survivantes, au viol ou violences sexuelles. Il peut s'agir des femmes, tout comme il peut aussi s'agir des hommes. Pour la petite présentation, nos psychologues, il s'agit du docteur Gisela Perren-Klingler. Docteur Gisela, bonjour encore. Bonjour. Et du docteur Yvonne Douangani. Docteur Yvonne, bonjour. Bonjour, chère madame. Alors, le docteur Gisela est psychiatre et fondatrice de l'Institut de psychotrauma en Suisse. Elle est aussi formatrice de nombreux psychologues et psychiatres pour traiter le traumatisme. Et le docteur Yvonne Douangani est docteur en psychologie, spécialiste en psychotraumatisme. Alors, docteur, un petit rappel avant de rentrer vraiment dans notre thème. Qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent retenir en ce qui concerne le viol et les formes de viol, brièvement? Le viol, c'est un acte agressif, sexuel, qui ne respecte pas la personne. Et en ce sens-là, c'est déjà un crime. Pour être un viol, il y a besoin d'avoir pénétré un orifice du corps humain, la bouche, le vagin, l'anus. Et ça s'exerce, le viol, ou ça se fait dans des cadres extrêmement différents. Ça peut se faire dans le cadre d'une guerre, comme arme de guerre, comme on a dit la dernière fois. Oui. Ça peut se faire dans le cadre de la famille. Peut-être c'est le plus secret et le pire, parce que c'est des gens qui devraient donner la sécurité à l'enfant, qui ne le donnent pas. Ça peut s'exercer dans tous les cadres où il y a des enfants ou des jeunes adultes qui sont sous le pouvoir de quelqu'un d'autre, comme l'école, l'université, mais aussi les églises et tout autre, les clubs de sport, par exemple, où il y a un adulte qui a un certain pouvoir sur un jeune et il exerce la violence sexuelle jusqu'au viol. Jusqu'au viol. Madame Yvonne, un mot sur les violences sexuelles? Les violences sexuelles en général, comme docteur Gisela l'a dit, comportent tout acte d'abus qui porte sur l'intégrité de la personne. Et là, on s'était beaucoup focalisé sur les viols qui impactent la personne parce qu'il y a une pénétration. Mais il y a aussi d'autres formes de violences sexuelles, les harcèlements par exemple, les abus sexuels. Nous avons les mariages forcés qui est très observé dans nos communautés, surtout dans les milieux ruraux, parce que ça aussi c'est une forme de violence sexuelle. Il y a des violences psychologiques qui sont faites à des hommes ou à des femmes. Il y a des violences financières parce qu'il y a un problème d'accès aux ressources, parce qu'il y a vraiment ces problèmes-là pour les hommes, pour les femmes, surtout pour les femmes ici dans notre pays, parce qu'on n'arrive pas à permettre aux femmes principalement d'accéder aux opportunités, que ça peut être en termes d'études, en termes de profession, de carrière. C'est une forme de violence sexuelle parce que c'est basé sur le genre. C'est parce qu'elle est une femme, c'est parce qu'il est un homme qui ne peut pas accéder à des opportunités. Et ça, c'est aussi observé dans notre communauté. Mais ici, on va revenir vraiment sur le viol qui peut aussi être fait de manière individuelle, être subi individuellement. Ça veut dire un violeur pour une personne affectée, mais aussi de manière collective, 2, 3 ou plusieurs violeurs pour une seule personne. Et cela peut être de manière unique, donc une seule fois, ou bien de manière répétitive. Et parfois, il y a même des esclaves sexuels. Donc, quelqu'un qui a été kidnappé, en plus d'être violé, kidnappé, est retenu par les bourreaux pendant des jours, des semaines, et voire des mois. Moi, j'ai vécu dans mon expérience quelqu'un qui est revenu après plus de 4 mois
Il a été kidnappé, mais violé pendant tous ces temps par plusieurs personnes. Donc voilà un peu ce que je voulais ajouter à ce que Dr Gisela a dit. Merci. Docteur Gisela, vous avez eu à nous dire que après avoir subi un viol, la personne victime n'est pas directement malade, mais elle souffre plutôt, elle est souffrante. Alors pouvez-vous nous expliquer cette différence? Oui, souffrir ne signifie pas être malade. La souffrance n'est pas une maladie. C'est une condition humaine que nous trouvons partout et chacun d'entre nous a déjà eu des souffrances. Tandis que la maladie, c'est quelque chose où un organe, une partie d'un organe dans le corps, que ce soit maintenant le cerveau, que ce soit les reins, que ce soit le cœur, ne fonctionne pas comme il devrait, comme c'est la norme. Et en ce sens-là, un viol fait souffrir ou une violence sexuelle fait souffrir, mais elle ne rend pas forcément malade. Et c'est à cause de ça, justement, qu'il faut, quand on pense aux affectés, aux victimes, il faut penser en termes de prévention plutôt qu'en termes de aider. Okay. Et il y a 3 sortes de prévention. La première prévention, c'est la prévention primaire, c'est-à-dire c'est éviter que ça arrive. Prévention signifie il y a des lois, c'est une partie de la prévention. Une loi qui n'est pas respectée parce qu'il y a aussi des conséquences juridiques si on ne la respecte pas, c'est-à-dire on va au juge, ne sert à rien. Et très souvent, c'est justement la mise en œuvre des lois, aussi surtout sur le plan de violence sexuelle, qui n'est pas osée faire parce qu'il n'y a pas de dénonciation, par exemple par la honte, mais aussi qui n'a pas prise au sérieux, etc. La prévention primaire veut prévenir que ça ait lieu. Il y a la partie juridique, il y a la partie éducative, pédagogique, pour que tout le monde sache ce que c'est le droit des personnes, le droit humain, ce que c'est le droit humanitaire dans les guerres, où on respecte quand même l'autre et la population civile, ce qui ne se fait pas justement au moment en Ukraine, hein, dans cette guerre. La prévention primaire, c'est aussi éduquer le peuple, c'est-à-dire quand il y a une loi, la loi, si elle n'est pas connue, elle ne va pas être obéie. Donc, il y a beaucoup de partenaires, entre autres les journalistes, qui sont demandés pour promulguer dans vos émissions encore et encore et encore, jusqu'à ce que ce soit savoir commun et que l'éducation se fasse dans tous les groupes sociaux. En plus, il y a après former, ou en même temps, bien sûr, former des groupes de pression sur le niveau social, des groupes de pression qui disent la violence sexuelle, c'est quelque chose d'important et pensons à la violence dans les églises, dans les écoles, un peu aussi, de nouveau, aussi dans le milieu médical, hein, où on pense à ça et on commence à former et à former des formateurs, parce qu'on ne peut pas former sans savoir. Et le commencement, il est difficile, justement parce qu'il faut faire un premier pas pour dire on commence presque à zéro et on commence à faire des choses. Ça, c'est la prévention primaire. Excusez-moi, oui. La prévention primaire fait la prévention sur le viol. C'est pour prévenir le viol. Oui, pardon ? La prévention primaire est pour prévenir le viol. Ou la violence sexuelle. Ou la violence sexuelle. Ou que l'accident n'ait pas lieu. Ok. Et la prévention primaire, bien sûr, on en a partout ailleurs. Hein. La prévention primaire dit, nous, on est prêts pour une inondation. On sait ce qu'il faut faire pour protéger nos maisons. On sait ce qu'il faut faire quand la maison est quand même inondée. Les pompiers, les ambulanciers, les policiers, tout ce qui vient après. Quand ça doit être prêt avant que ça arrive. La protection civile, au moins en Europe, qui a une fonction préventive, et bien sûr, préventive primaire et préventive secondaire. Ok. Et vous avez parlé de préventive secondaire, de quoi il s'agit ? Alors, la prévention secondaire, c'est toutes les interventions qui viennent immédiatement depuis que
après que ça ait eu lieu. C'est-à-dire, la prévention secondaire dans un viol devrait être, au fond, tout d'abord dans les mains du gynécologue ou du médecin généraliste qui voit, qui est demandé par la femme parce qu'elle a été violée, aussi pour des raisons juridiques. S'il y a des preuves génétiques du violeur, c'est important. En Guatemala, on a maintenant mis ça en route. Et même si on fait, sans poser question à la victime, on fait des prélèvements et on a toute une bibliothèque génétique de violeurs. Et si on retrouve un violeur qui a une fois violé et on voit que c'est une deuxième fois, on sait déjà, donc c'est un répétitif, encore plus, il faut le chercher. Donc en ce sens-là, le contact du médecin est important aussi pour la prévention secondaire des maladies sexuellement transmises, d'une grossesse possible. Tout ça, ça peut être prévenu à un niveau secondaire, c'est-à-dire après que ça ait eu lieu. La prévention secondaire, après, au niveau psychosocial, est importante pour la souffrance de la personne, pour qu'elle ne rentre pas malade beaucoup plus tard. La prévention secondaire, là, elle s'appelle, chez nous, en Europe, assistance psychosociale d'urgence. C'est pour ça que je suis d'ailleurs ici, pour enseigner avec des collègues cette prévention-là après coup, mais immédiatement après coup. Et le but en tout ça, c'est prévenir que les gens deviennent malades, d'un côté, et réintégrer l'affecté le plus vite possible dans sa communauté et dans sa vie. Prévenir qu'elle en devienne malade plus tard, surtout sur un plan X, le plan somatique, une maladie sexuellement transmise, entre autres le sida, c'est pas rien, Oui. etc. Et l'assistance psychosociale d'urgence rétablit, c'est son premier but, une certaine sécurité nouvelle pour cette victime qui a vécu le total de la violence et une sécurité aussi, je dirais maintenant, somatique pour que la personne puisse recommencer à gérer le stress énorme qu'elle a vécu parce qu'elle a pensé peut-être mourir, etc. Donc elle a eu du stress et ça laisse des traces. Donc pour retourner à la tranquillité, au calme, à la sécurité intérieure, peut-être pas totale, mais déjà une partie, ça c'est le but de l'assistance psychosociale d'urgence. Ok, merci docteur Gisela. Docteur Yvonne, un mot à dire quant à cela? Je voulais insister sur la prévention secondaire parce que c'est vraiment l'intervention juste après l'incident critique. Et je voulais revenir sur ce qui se passe chez nous en RDC parce que heureusement, le système de santé congolais a quand même mis en place vraiment une réponse à ces fléaux. Dans toutes les zones de santé, les aires de santé en RDC, vous avez un poste de santé, un centre de santé, un hôpital général de référence. Il y a aussi des hôpitaux privés pour pouvoir accueillir des personnes affectées. Et pour pouvoir avoir les médecins généralistes, les gynécologues, dans certaines zones, il n'y a pas de médecins, mais il y a des infirmiers qui sont là. C'est important d'y aller, en fait. Parce que l'infirmier, le médecin ne saura pas qu'il y a un problème. Et ça, c'est le problème que nous avons dans notre communauté. Beaucoup de femmes ne brisent pas les silences. Ils ne vont pas vers les structures. En plus de structures de santé, il y a même des ONG qui sont vraiment dans nos provinces qui sont là pour les personnes affectées. Mais il y a pas, on ne peut pas dire que 100% des personnes affectées vont vers ces structures. Et ça, c'est un vrai problème. Là, je voulais parler à des personnes qui, en ces moments, ont été affectées d'une manière ou d'une autre par ces fléaux, de pouvoir vraiment prendre le courage, parce que c'est aussi un peu du courage. Oui. La communauté peut stigmatiser, mais en fait, quand vous pensez à votre avenir, à votre reconstruction personnelle, c'est très important d'aller vers les structures, d'aller vers et de faire le plus tôt et toujours le mieux. Et même si c'est tard,
c'est quand même important d'y aller, parce que peut-être que vous n'avez pas l'information. Il y a beaucoup de pesanteurs sur les plans communautaires qui empêchent que ces personnes aient accès. Ça peut être l'accessibilité géographique, l'accessibilité culturelle et d'autres types de pesanteurs, mais vraiment, nous voulons vous encourager, chers messieurs, chères dames, d'aller vers ces structures. Parce qu'ici, on ne peut pas dire que vraiment les gouvernements et les systèmes de santé n'ont rien fait, mais vraiment nous sommes conscients qu'il y a eu beaucoup de formations. Il y a UNFPA qui est vraiment au fond là-dedans, le ministère du genre est au fond là-dedans au niveau national et provincial pour pouvoir aider les victimes. Donc, c'est très important de pouvoir briser les silences parce que, quelque part, il y a aussi une responsabilité personnelle, c'est vrai. Et si après, on vit les conséquences, on se dit, mais si je l'avais fait, et on va souffrir de deux choses. On va souffrir de l'incident, mais souffrir aussi des conséquences. Et pourtant, les ressources sont là. Oui. Voilà. Et la société nous trouble, en fait, nous empêche de nous ressortir. Oui, en fait, la société joue un rôle important. C'est pour ça qu'on va aussi parler de la sensibilisation. Mais moi, je voulais parler aux personnes qui sont affectées parce que de toutes les façons, il y a des dispositifs. Il y a même dans certaines zones de boîtes à suggestions. Moi, j'ai travaillé dans les grands Équateurs, en Bandaka et Badolite et partout. Il y a des boîtes où on peut écrire et puis passer la nuit ou bien dans un moment où on est vraiment seul, on dépose. On dépose. Et les acteurs communautaires passent après pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, il y a vraiment quand même beaucoup d'avancées dans ces mécanismes qui ont été mis en place pour pouvoir aider la population, quel que soit le niveau, quels que soient les lieux, pour pouvoir avoir accès quand même à ces personnes. À Kinshasa, on a beaucoup de ressources. On a la Fondation Panzi qui est là maintenant, on a l'ISADEL et on a beaucoup de structures, mais dans les milieux reculés, aller à la Tchoapa, aller, c'est pas moi, dans les fonds de l'Ituri, dans la Chopo, c'est pas toujours la même chose. Mais dans toutes les zones de santé, il y a vraiment ces dispositifs qui sont mis en place. Merci, docteur Yvonne. Alors, docteur Gisela, vous étiez en train de parler des niveaux de prévention, primaire, secondaire. Et qu'en est-il de la prévention tertiaire? Permettez-moi de rajouter un mot sur la prévention secondaire. Le but de la prévention secondaire est double. C'est prévenir à ce que les gens deviennent malades des conséquences de ce stress énorme qu'ils ont vécu. Malades sur le plan somatique, malades sur le plan mental, il y a beaucoup de réactions possibles ou de maladies possibles. Et puis après, la deuxième partie, le deuxième but, c'est faire retourner à une qualité de vie bonne la personne affectée et son entourage, parce que ça affecte bien sûr aussi toujours l'entourage. Donc ça, c'est le but de la prévention secondaire. Maintenant, quant à la tertiaire, la prévention tertiaire est au fond une prévention qu'une maladie, maintenant qui, pour un petit pourcentage, se déclare, soit prise en charge vite pour ne pas se chronifier. Parce que quand ça se chronifie, ça a beaucoup d'autres possibilités d'affectation sur le plan social, mais aussi sur le plan somatique, etc. Donc on a intérêt de faire des interventions si les gens sont malades, que ce soit d'une dépression, que ce soit d'un trauma, que ce soit d'un alcoolisme, tout ce qui est possible suite à la prévention secondaire qui n'a pas fonctionné, dans un petit pourcentage. Là, il faut des spécialistes. La prévention secondaire est pour des gens formés, mais pas des psychologues ni des psychiatres. C'est pour des pairs. Le maître, le membre de l'église, etc., etc., le membre de l'équipe médicale, etc. Tandis que pour la prévention tertiaire, on a besoin de spécialistes de santé mentale, des psychologues, peut-être des psychiatres. Et c'est là que le travail passe à travers la parole. Donner une forme au non-disciple, à l'indicible, oser lui donner forme, bien sûr avec le support du thérapeute qui est là aussi, pour ne pas être inondé de nouveau du stress qu'on a, etc., première chose, mais aussi ordonner
ce qui s'est passé et savoir qu'il y a une histoire en tout ça, qu'il y a une histoire qui va du commencement à une fin. Oui. La deuxième chose dans cette intervention est reconnaître qu'on a beaucoup d'émotions. Et je parle d'émotions qu'on ressent. Les émotions, on les ressent toujours dans son corps, avant tout. Oui. Et on leur donne après des noms. Ça, c'est culturellement très spécial. Dans les cultures de langue indo-germaniques, comme le français, l'allemand, etc., donc des langues européennes, on a des mots clés. La rage, ou la colère, oui. La peur, la honte, on en a parlé la dernière fois, la honte, ou bien la tristesse et l'impuissance. Donc tout ça, c'est des émotions qu'on ressent dans son corps et qui doivent être reconnues et libérées. Oui. Et élaborées aussi sur un plan verbal. Aussi partagé. Et derrière cette émotion, il y a une valeur très profonde de la personne affectée qui a été lésée, qui a été affectée dans cet acte. Et il faut retrouver la valeur pour lui redonner sa valeur. Et si tout ça est fait, on peut, pas demain peut-être, mais on peut clore cet événement pour soi-même. On peut, avec le temps, beaucoup plus tard, on peut donner aussi un sens à ce qui s'est passé, même si un viol est sans sens en soi. Mais il doit être intégré dans ma propre vie et ça doit donner un sens. Peut-être j'ai appris que je peux grandir en dépit de choses controverses contre moi, etc. Donc ça, c'est important. Et là, l'acte de clôture est important. Donc c'est faire une histoire, reconnaître les émotions et la valeur derrière, et savoir gérer son stress. J'ai oublié avant, savoir gérer son stress. Il y a des exercices à faire. Ça, c'est les gens qui doivent le faire. C'est vous qui devez le faire. Nous, on peut enseigner, mais pas plus, pour rebaisser le stress à une norme normale, et puis de clore. Et ça, c'est, maintenant, si on veut parler en termes modernes, c'est faire une narrative. Ok. Et une dernière question. Pour ces personnes dont la souffrance après viol est arrivée jusqu'à la maladie, un mot sur comment les aider. C'est toujours avec le modèle tertiaire. C'est ce que je viens de dire. Et puis, il y a des techniques spécifiques pour des affectations très spécifiques. C'est-à-dire, si on a des souvenirs qui viennent encore et encore et encore, on voit toujours la même chose, on entend toujours la même voix, on a toujours les mêmes sensations sur le corps. Le viol est très corporel, finalement. Je me souviens d'une Guatémaltèque qui était violée par un représentant de l'Église. Et chaque fois, elle prenait la douche et l'eau coulait sur son corps. Elle avait de nouveau toute l'histoire devant elle. Et bien sûr, ça pose des problèmes sur le niveau du mariage, parce qu'elle se refusait bien sûr à la sexualité, etc., etc. Donc c'est ça qu'il faut faire. Et puis il y a des techniques que le spécialiste doit connaître. Il y a beaucoup de techniques entre-temps, comment on peut aider les gens sur le plan pour retourner à une santé mentale. Merci. En faisant une cicatrice. Ça ne va pas jamais être comme avant, ça va être une cicatrice, mais une cicatrice qui n'est pas irritée, comme disent les médecins. C'est cela. Merci, docteur Gisela. Merci, docteur Yvonne. Merci à vous de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Si vous avez des questions quant à ce qui a été dit ici, n'hésitez pas de nous écrire ou de nous appeler au travers du numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Et partagez, bien sûr, cette émission à vos amis, à vos familles, parce que, comme vous l'avez constaté, le viol a lieu même dans les familles, mais il n'est pas toujours tout haut proclamé. Alors, pour la fin de cette émission, moi, je vais demander au docteur Yvonne de faire une prière pour tous ceux qui nous suivent, mais qui n'ont pas encore su parler, et que Dieu nous aide à sortir du silence et à guérir, bien sûr, de nos maladies ou encore de nos stress, pour ceux qui ne sont pas encore arrivés au niveau des maladies. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce sur chacune de nos vies. Merci pour ta grâce sur la téléspectatrice ou les téléspectateurs qui suivent cette émission et qui a plusieurs fois dans sa vie vécu un incident lié au viol. Nous prions que tu le touches par ta main puissante, mais aussi
que tu favorises sa guérison. Nous prions pour tous les spécialistes de santé mentale en RDC, pour le travail qu'ils font, pour qu'ils puissent aider à accompagner les personnes affectées. Et nous prions pour la guérison de notre pays, la guérison de famille, pour que ces fléaux diminuent dans notre pays et que nous puissions vivre le bonheur dans le nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Docteur Yvonne. Merci. Merci, Docteur Gisela. Bonne suite de programme sur votre chaîne de télévision B1. Restez branchés et que notre Dieu vous bénisse.